C'est un honneur aujourd'hui et un plaisir d'avoir parmi nous M. Philippe Jabot, qui est un ancien du collège de la promo 77, un homme d'affaires. Il est le fondateur du fonds d'investissement Jabot Capital Partners. Il est le président de l'association Philippe Jabot, qui a été créée en 2001 pour octroyer des bourses universitaires aux élèves et aux étudiants dans les différentes institutions universitaires, que ce soit au Liban ou bien à l'étranger. Il n'a jamais hésité à donner de sa personne et de son argent quand besoin est. Son engagement, sa générosité, sa fidélité au collège font de lui un ancien modèle cité en exemple lors des campagnes de fonds en dehors du Liban ou bien au Liban. Actuellement, il est le PDG d'une grande société que vous connaissez, c'est la bière Almaza El Aziza. Malgré son horaire superchargé, il n'a pas hésité à être parmi nous et il a répondu oui quand on lui a demandé de venir parler du leadership et de s'adresser à nous. Il y a 50 ans, j'étais à votre place. Quelque chose arrive et ça passe très vite. Vous êtes à un âge où vous devez décider d'ici un an ce que vous allez faire après. Beaucoup d'entre vous savent déjà, beaucoup d'entre vous n'ont aucune idée. Et beaucoup d'entre vous savent et vont changer d'avis. Parce que vous n'êtes pas au courant de tous les métiers qui existent. Je commence par la première question. Qui d'entre vous aujourd'hui a envie de travailler dans la tech, de faire des études dans la tech, dans tout ce qui est ingénieur de l'électronique, des levez la main, donc 10%. Combien d'entre vous veulent être médecin? Vous êtes trop nombreux. Mais c'est bien. Combien d'entre vous veulent être avocat? Combien d'entre vous veulent video games? Il n'y a pas quelqu'un? Personne? Ah, c'est bien parce que ça. Je pense que c'est celui qui réussira le mieux. Il aura moins de concurrents après, si jamais il est bon. Grâce à la guerre, des gens comme moi avons quitté. En quittant, on s'est retrouvé égal à tout le monde à l'étranger. De là où au Liban, on pensait que tout est magnifique. En fait, en quittant, on a réalisé qu'il fallait se battre et étudier. Donc, ma carrière, parce que c'est intéressant pour certains d'entre vous, j'ai fait de l'économie au Canada et puis j'ai fait un master en business à Columbia University. La raison que je sois ici aujourd'hui, ainsi que Salim Ede, qui était là il y a quelques semaines, quelques mois, c'est qu'il ne suffit pas seulement de réussir dans notre carrière, mais il faut savoir rendre, il faut savoir revenir. Il faut savoir revenir et contribuer. Quand je suis revenu au Liban il y a 4 ans, après 40 ans, il y avait cette usine que la famille avait quitté à vendre, que Heineken voulait fermer, et le Liban n'avait ni électricité, ni essence, les gens émigraient, enfin tout le monde a vécu ça il y a 4-5 ans. Il fallait quand même dire non. Et aujourd'hui, bon, on a l'air visionnaire. En fait, non, on n'est pas visionnaire. On garde les valeurs qu'on a. Ce que j'essayais de dire, c'est que dans ma carrière, j'ai géré de l'argent. Donc après mon MBA, c'était le monde des investissements. Mais dans les années 80, le plus important, c'était ceux qui voulaient faire génie chimique. Pourquoi? Parce que le pétrole, c'était la grande mode. Le pétrole valait très cher, il y avait une crise, donc le génie chimique était ce qui était à la pointe. Puis ça a été le génie informatique, puis ça a été l'Internet. Aujourd'hui, mon conseil pour vous, c'est de regarder tous les métiers qui existent et d'essayer de deviner quels sont les métiers de l'avenir. J'étais à une conférence à Stanford il y a 1 an, des anciens de l'EUB, mais des gens qui ont peut-être 20 ans de carrière. Et dans cette conférence, il y avait 10 compagnies, entrepreneurs, semi-conducteurs, médical, venture capital fund, donc des fonds qui investissent dans les startups.
Et un jeune homme demandait de Stanford dans quel métier on doit se lancer. La personne le regarde et lui dit, vous voyez ces 10 compagnies-là, que ce soit Facebook, Amazon, Google, aucune d'entre elles n'existait quand vous étudiez. C'est-à-dire que ces gens de l'EUB, quand ils ont quitté l'EUB, vous êtes là, vous voulez faire, je ne sais pas, ce que vous avez comme concentration. En fait, beaucoup d'entre vous finiront dans des compagnies qui n'existent pas aujourd'hui. Et c'est ça qui est en train de bouger très très vite. Vous ne savez pas ce qu'il y a en dehors de l'école. Vous écoutez vos parents, mais peut-être que vos parents ne savent pas ce qui se passe en dehors du Liban. Et il est très possible que vous rentrez à l'université et que vous changiez d'orientation en cours de route. Donc restez très 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 ouverts. Aujourd'hui, les grands métiers, à part le computer science, le software, l'internet, le mobile internet, les cryptos et l'intelligence artificielle. J'étais à Polytechnique il y a 2 jours, ils m'avaient invité pour parler, donc j'avais une cinquantaine de jeunes. Alors évidemment, le grand rêve, c'est de travailler 2 ans et après de faire une start-up. Mais la start-up ne veut rien dire parce que sur chaque 10 000, il y en a un qui réussit. Donc c'est très compétitif. Donc mon conseil pour vous, c'est que quelles que soient vos ambitions, soyez patient, soyez calme. Essayez de vous intéresser autant que possible à ce qui se passe autour de vous. Et ces jeunes gens m'ont dit, qu'est-ce qui vient après l'intelligence artificielle? Donc là, vous avez des gens de Polytechnique, donc je suis sûr que certains d'entre vous, c'est un but à atteindre, c'est une des meilleures universités en Europe. Et ils ont dit, après l'intelligence artificielle, il y a le quantum. Et hier, si vous voyez, pour ceux qui s'intéressent à ce qui se passe dans le monde, vous voyez que le Qatar a fait un contrat avec le président Trump où ils achètent pour $1 milliard de quantum engineering pour le Qatar, c'est-à-dire 100 millions par an sur 10 ans. Et la personne qui m'a raconté ça, c'est l'avocat libanais de cette transaction. Donc vous devez réfléchir d'ici que vous soyez opérationnel à 22, 25, 30 ans, où vous serez. Mon conseil pour vous, prenez votre temps, intéressez-vous à ce qui se passe autour de vous et soyez prêts à changer d'avis et à être très souple. Un grand conseil aussi, faites attention à l'Internet. Ayez l'Internet pour suivre ce qui se passe dans le monde, mais vous savez que chacun d'entre nous, nous tous, on ne passe pas plus de 10 ou 20 secondes sur un message. 90% de ces messages qu'on voit sont de qualité très médiocre. C'est ce qu'on appelle la revanche des idiots. C'est-à-dire n'importe qui, que vous n'auriez même pas parlé dans un salon, dans un bar, dans une conférence, se met à parler, à dire n'importe quoi et à avoir une audience. Et on le voit beaucoup dans la politique au Liban. Vous avez 80% de gens qui racontent n'importe quoi. Alors, ça ne vous concerne pas, mais ça concerne la politique, la finance, l'économie. Et vous avez l'impression que ces gens-là en savent beaucoup. En fait, beaucoup d'entre eux disent des bêtises. Et ce qui est en train d'arriver dans le monde entier, il y a un changement radical de politique. Vous avez la chance ici d'avoir accès à tout. Je suis trustee de l'EUB depuis une quinzaine d'années. Et la plus grande promotion qui va à l'EUB chaque année sont des gens de Jambour. Donc une grande partie d'entre vous va sûrement faire des demandes. Peut-être ils seront acceptés, mais d'autres iront en Europe. De mon temps, il y avait très peu de gens qui allaient en Europe ou aux États-Unis. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus fréquent. Et je peux vous dire que Jambour est un des collèges le plus apprécié au Liban quand vous faites des demandes à l'étranger. Mais vous n'avez pas besoin de faire vos demandes à l'étranger s'il y a l'équivalent au Liban. Si vous faites un undergrad, si vous faites, je ne sais pas, un diplôme de droit, un diplôme de génie, disons, vous n'avez pas besoin que dès le début, ça soit top. Ce qui est important dans votre carrière, c'est la fin. C'est-à-dire le dernier collège. C'est-à-dire, moi, on me dit, oui, c'est mon MBA à Columbia University. Ce n'est pas important si je viens de l'EUB ou si je viens de McGill, de Concordia, d'une autre université. Votre passeport, c'est la dernière université. Si vous pensez que vous étudiez beaucoup à Jambour, vous vous trompez. Ce qui vous attend est pire. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment ambitieux et que vous voulez
percer et être content, vous devez vraiment être prêt à travailler très dur. Vous pouvez aussi ne pas travailler dur comme vous voulez, mais la possibilité de travailler dur vous donnera beaucoup de possibilités et d'ambition plus tard. Donc, à Polytechnique, la majorité des jeunes ont posé des questions sur les carrières. Est-ce qu'ils doivent travailler en technologie ou ils doivent travailler en histoire, ou en économie ou en philosophie? Et finalement, beaucoup d'entre eux, même si vous voulez être avocat, vous ne pouvez pas être avocat sans utiliser l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle existe partout. C'est juste un traitement de données qui vous évite d'avoir une secrétaire, un assistant, un paralegal, un analyste. Ça vous analyse à la place. Mais donc, quel que soit le métier que vous, même les peintres ou les artistes, ils ont aujourd'hui une intelligence artificielle qui leur permet d'avoir une étude de base. Donc, essayez de vous intéresser, par exemple, à l'université de Princeton, où j'ai des enfants qui ont fait des études. 75% des étudiants, quelle que soit leur spécialité, font computer science. 75, même si vous faites de l'anglais, un BA en anglais, vous finissez par prendre le cours et personne ne les oblige. Ce ne sont pas des cours obligatoires, mais apprendre le coding, apprendre la programmation, apprendre à lire et à interpréter tout ce monde d'informatique qui est parallèle à vous et qui va plus vite que vous. D'ici que vous arrivez à avoir votre licence dans 3, 4, 5 ans, 8 ans pour les médecins, et vous aurez ces outils informatiques seront gigantesques. Aujourd'hui, vous savez que les médecins, il y a des machines qui sont inventées aux États-Unis qui font l'opération et beaucoup mieux. Et le médecin est juste là. Vous avez juste besoin d'un technicien qui règle la machine. Au Liban, si l'Internet marche, il marche de mieux en mieux, le médecin n'est même plus là avec ses instruments. Ça se fait tout online, à distance. Et ça, c'est dans la médecine et ça existe depuis longtemps. Et maintenant, il y a une nouvelle génération de machines qui a grandi à 10 000% l'incinération des instruments. Donc ça, c'est un exemple. Les avocats, je parlais avec un avocat il y a 3 jours. Je dis, combien vous êtes d'avocats? Il me dit, on était 20, on n'est plus que 10. J'ai dit, vos affaires vont mal? Il me dit, pas du tout, mes affaires vont très bien, mais j'ai l'intelligence artificielle qui m'aide. Donc, bientôt, on n'aura plus besoin de chauffeurs de taxi. Vous aurez le robot taxi. Aujourd'hui, si vous allez à San Francisco ou à Los Angeles, vous demandez Uber, vous avez une voiture qui vous dit bonjour et qui vous accompagne, qui a 50 caméras autour et qui est très fiable. Donc plus de chauffeurs de taxi. Les pilotes d'avion probablement vont être dépassés. Donc 50% des métiers vont disparaître, mais il y aura un autre 50% qui va être créé. Donc vous voulez vous concentrer de ce qui va être créé. Et c'est ça, je pense, qui est l'intérêt de ce qui vous attend. Et pour ça, il faut être curieux. Quand vous faites vos demandes à l'université, vous pouvez faire à l'EUB, vous pouvez faire à l'ESJ, le ZIP. Beaucoup de gens qui étaient à Polytechnique avaient fait ZIP, avaient fait le génie à l'ESIP, ou bien étaient très bons en maths et en physique, et étaient rentrés dans le bachelor. Mais la majorité des gens là-bas étaient des programmes de masters. Aujourd'hui, je fais partie du board de Columbia University. Donc beaucoup de jeunes qui veulent faire du génie à Columbia, de industrial engineering, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la grande folie au Liban pour faire industrial, qui est très important quand même. Il y a 2000 personnes qui demandent pour 100 places. Donc ils prennent 1 sur 20, 1 sur 30. Qu'est-ce qui va vous différencier par rapport aux autres? Et c'est ça que vous devez voir. Et ce qu'on découvre, vous avez 10 000 Chinois qui ont 800 sur 800 dans le SAT. Ils sont top. Donc, et c'est des gens qui, dès l'âge de 12 ans, se préparent pour avoir les meilleures notes. Donc, vous devez vous vendre dans n'importe quelle carrière que vous voulez faire en deçà de ce que vous savez faire. C'est-à-dire, si vous êtes bon en maths, physique, chimie, montrez aussi que vous savez jouer d'un instrument de musique, que vous faites des charités, vous aidez les réfugiés, que vous grimpez des montagnes, que vous faites des marathons. Vous devez vous vendre d'une manière complète. Essayez d'être plus inclusif. Moi, quand j'étais à Jambourg, je n'étais pas premier de classe. J'étais comme la majorité d'entre vous à la limite, puisqu'il faut bien que quelqu'un soit la moyenne. Donc j'étais celui qui avait toujours le 10, 12 sur 20 pour ne pas échouer, mais pour ne pas passer trop de temps à étudier.
Et ceux qui, dans ma classe, étaient très bons, ont fini à Ginette, ont fini en médecine. De mon temps, sur les 30 qu'on était à Jamour, il y a eu 24 médecins. Donc, tout ce qui est arrivé là, c'est que vous êtes 20 au lieu d'être 24 pour le ratio. Et ces médecins, malheureusement pour le Liban, les 2 tiers d'entre eux sont à l'étranger. Parce que c'est le pire diplôme pour les Libanais. Ça met tellement de temps pour devenir médecin et spécialiste qu'une fois que vous avez vos 33 ans, 35 ans, vous ne pouvez plus, c'est fini, vous êtes lancé, il faut 10 ans de spécialité. Donc, en tant que Libanais résident au Liban, c'est une perte. On a des gens extraordinaires, mais c'est une perte parce que c'est trop long. Après, c'est fini, les gens se concentrent et ça devient des gens brillants. Et ce que j'essaie de dire avant, vous devez compléter votre curriculum vitae avec autre chose. Intéressez-vous à autre chose. Vous êtes sportif, soyez premier en sport. Vous créez de l'art, vous faites peintre, vous êtes théâtre, vous êtes programmeur. Toutes ces choses-là que vos parents vous disent, arrêtez de perdre votre temps. Ne les croyez pas. Faites très bien ce que vous aimez faire et ça va vous aider plus tard. Pourquoi j'ai aussi réussi dans la vie mieux que les premiers de classe? Parce que je m'intéressais à tout. En gestion de portefeuille, vous gérez de l'argent, donc les gens vous confient de l'argent et vous espérez au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans leur rendre plus. Et c'est un métier que peu de gens connaissent au Liban. C'est pas le trader ou le broker, non, c'est asset manager. C'est ce qu'on appelle investment banking. Les grands métiers, quand j'étais à Polytechnique, c'était soit investment banking, ceux qui veulent faire du conseil de société, soit c'est le consulting, donc travailler pour des Booz Allen ou des stratégies ALCO. Vous devez essayer de programmer dans votre tête ce que vous voulez faire après. Si vous vous laissez vivre, vous ne pourrez pas mieux connaître le métier dans lequel vous voulez percer. Essayez d'être plus curieux. Les jeunes que j'ai aidés à aller à Columbia en faisant des lettres de référence du lycée, de Jamour, de Louise Beckman, enfin tout le monde avait de très bonnes notes, mais en plus de ça, il y avait un package. Il y avait une fille qui était assistant professor pour un professeur de l'EUB, elle avait travaillé sur un projet, elle avait 14 ans. Et il y avait quelqu'un d'autre qui faisait de la danse, du ballet. Il y avait quelqu'un d'autre qui a passé par Jamour et qui était premier, qui avait le prix d'excellence à Jamour. Donc, il y avait de tout, il y avait un panier, mais ceux que Columbia University a retenus sont ceux qui vont ajouter à la diversité de la classe. Ils ne veulent pas un stéréotype, que tout le monde est bon en classe. Tout le monde est bon à la base, mais ils veulent plus. Ils veulent des gens qui discutent, qui savent parler, qui savent s'intégrer, qui savent communiquer et qui savent garder des relations avec l'entité qu'ils étudient pour garder une culture d'alumni. Vous faites partie de Jamour. Je peux vous dire qu'un des très rares collèges qui garde une culture, c'est Jamour. J'ai rencontré un type quand j'étais justement dans cette conférence, Sarofim, Marc Sarofim. Et il parlait en anglais, machin, il a programmé un truc chez Facebook qui s'appelle Meta, extraordinaire. Il avait déjà 20 000 abonnés. Et puis, moi, je m'amuse beaucoup avec ces Américains libanais, je leur parle en français. Et d'un coup, je découvre qu'il était de Jamour. Il me dit, oui, je suis Jamour 2002. Et je suis allé aux États-Unis, j'ai fait Berkeley, Stanford, je sais pas, université, et je suis rentré chez Facebook. Et il programme, il a 32, 33 ans, enfin, il travaille depuis 10 ans. Mais c'était extraordinaire comment il s'est adapté et comment il fonce. Pourquoi ils finissent tous aux États-Unis? Parce qu'aux États-Unis, quand vous avez une idée qui est disruptive, qui change la façon de travailler, si vous réfléchissez, toutes ces grandes compagnies qui ont été créées les 10 dernières années ou les 20 dernières années, même Uber, même Airbnb, même Facebook, c'est des idées innovatrices qui ont déplacé d'autres idées. Ou le Netflix, toutes ces choses-là ont déplacé d'autres gens. Et ils ont trouvé le capital pour les aider. Vous amenez ces idées en Europe, vous n'allez nulle part. Par exemple, il y a un monsieur qui avait inventé le vaccin contre le Covid, séquence mRNA. Et il était à l'Institut Pasteur, physicien, docteur en médecine et tout. Il a demandé des fonds, du financement pour développer son vaccin. On lui a dit non, on n'a pas d'argent pour toi.
Il a été aux États-Unis, il a été à Boston, il a trouvé un fonds d'investissement dirigé par un Libanais d'origine arménienne qu'il a financé. Il a dû trouver 300-400 millions de dollars en 10 ans. Et quand il y a eu le Covid, le Corona, c'était lui qui a inventé le vaccin. Et en 3 mois, le monde entier a eu droit au vaccin. Et sa société, cotée en bourse, a valu des milliards. Mais il était en France. Il avait tout pour être fait, ça, en France. Mais on ne le donne pas. Pourquoi la majorité des prix Nobel sont basés en Amérique? Quand vous regardez leur CV, ils ont tous des origines non américaines. Ils peuvent être anglais, ils peuvent être... Il y a eu 1 ou 2 Libanais ou Arméniens, il y a eu des gens d'Europe, parce que c'est aux États-Unis qu'on leur donne les moyens de poursuivre leur politique. En Europe, on essaye de suivre. Là-bas, on essaye de complètement trouver et d'innover. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Prenez votre temps, réfléchissez bien. N'écoutez pas trop vos parents. Dites à vos parents ce que vous voulez faire, mais vous devez essayer plus d'utiliser des gens qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. Donc allez dans les universités, demandez à des grands frères ou des grandes sœurs, vous avez tous de la famille qui étudie à l'étranger, vous avez tous des cousins, des frères ou sœurs qui sont plus grands. Eux en savent mieux. C'est eux qui vont vous aider à essayer de vous former après. La bonne nouvelle, c'est que les choses se sont calmées au Liban, et donc vous pouvez maintenant réfléchir de faire au moins votre licence au Liban, comme on espérait tous le faire à nos différents âges, pour n'aller à l'étranger que si c'est top, que si c'est excellent. C'est-à-dire, pour aller faire un diplôme de droit à ça ne vaut pas la peine. Les polytechniques, ça vaut 100%. L'Angleterre, il y a plein de gens qui veulent aller à Londres. Allez après pour vos maîtrises, mais essayez de mieux savoir ce que vous voulez faire. Maintenant, j'espère que vous avez préparé des questions. Raphaël, j'ai une question. Vous nous avez dit que vous n'étiez pas parmi les meilleurs quand vous étiez à l'école. À la limite, comment vous avez eu la possibilité d'avoir plusieurs choix à faire et de réussir comme vous l'avez fait? Bon, malheureusement, on étudie, mais on s'amuse aussi. On est dans un milieu familial. Et avec le temps, on découvre que ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui se déplacent de leur environnement familial. Par exemple, aux États-Unis, les gens n'étudient jamais dans la ville où ils ont grandi. Ils vont dans un campus en dehors. Dès que vous êtes déplacé, vous vous déplacez pour faire vos 4 ans, vous prenez vos responsabilités et vous étudiez. À ce moment-là, quand vous étudiez, vous avez de bonnes notes. Et puis, le problème de l'école, c'est que les cours ne m'intéressaient pas. Même à l'université. Et puis, à un moment, la première année, c'était pas du tout intéressant parce que vous avez tous les electives, on vous oblige à faire des choses qui sont peu intéressantes. D'un coup, vous découvrez des matières qui vous passionnent, que vous ne savez même pas exister. Et c'est là que vous amenez des 100 sur 100, vous allez voir votre professeur, vous allez échanger avec lui, votre professeur vous adopte, vous trouve que vous êtes génial, en fait vous êtes juste intéressé. Donc dès que vous trouvez un truc qui vous intéresse, foncez. Mais pour y arriver, vous êtes obligé de faire tout le reste. Vous êtes obligé de faire les cours où il y a 300 personnes et où il n'y a que la moitié qui réussissent, les concours d'admission et tout en Europe. Donc ne vous en faites pas si vous ne trouvez rien d'intéressant, ça viendra après. Moi aussi, mon père, il a fait son master en Colombie et ça m'a poussé à faire des recherches sur le livre. Vous avez dit que vous avez écrit des recommendation letters à quelques personnes. C'est vos proches ou comment ils ont accédé à ça? Vous vous appelez comment? Sébastien Michel. De Kahal ou de Béchalel. Vous êtes un cousin. Les gens font des recherches. Ils vont chercher dans les websites, il y a tout. Vous rentrez dans le website de Columbia University, vous rentrez voir s'il y a des Libanais ou il y a des gens que vous connaissez. Pour rentrer website Columbia Business School, il y a peut-être 40 personnes ou 50 personnes, puis ils trouvent mon nom. Et à ce moment-là, ils essaient de trouver quelqu'un qui me connaît, soit directement, soit maintenant ils appellent Almaza, ils appellent ma secrétaire. Et ils viennent me voir. Mais souvent, c'est des gens que je ne connais pas. Ils ont juste eu accès à moi par le third party. Et c'est très important pour eux parce que, à capacité égale, celui qui a une référence aura une priorité. C'est-à-dire, si vous êtes aussi bon que vos 3 voisins et que vous avez le même dossier, que vous venez de Jamour, vous de Jamour, lui de l'IC, l'autre de Louise Legman, mais avec les mêmes notes, le même bagage, c'est ce qui vient en plus. C'est-à-dire, je mettrai en évidence pas vos notes, parce que je ne connais pas, mais votre personnalité, votre caractère,
votre engagement. Et ça fait la différence. Et il a fait un master en quoi, votre père? Ou c'est vous qui voulez faire un master? Il a fait, je sais qu'il a fait ingénieur civil, mais j'ai oublié c'est quoi son master. Ingénieur J'ai civil. oublié. J'avais demandé, quand j'étais à ce séminaire Stanford, pour moi il fallait surtout faire des maths et de la physique pour travailler. Finalement, non. Et tous ces gens-là que j'ai vus ont dit non, il faut trouver applied mathematics, engineering, computer science, les applications de la tech pour tous les métiers. Ça, c'est l'avenir. Vous avez 5, 7 ans, 8 ans pour étudier. Pour ceux qui sont intéressés, et je peux vous dire que 70% d'entre vous vont avoir ces cours-là. Vous allez être obligés. J'ai une fille qui a fait Brown University. Elle faisait de la peinture. Et elle faisait political science. Et elle a pris des cours de maths. Elle avait pris des cours à l'école. Ils ont obligé tous les jeunes de faire des cours de maths et 2-3 de ses amis ont échoué à leur diplôme de political science parce qu'ils n'étaient pas bons en maths. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes littéraire que vous ne devez pas connaître. Faites très attention à ça. Vous devez avoir ces notions de computer science, de maths et de physique aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Yann Guillemets. Je voulais vous demander si les Juifs venant autres au Liban, ils connaissent le vrai niveau de Jamour ou c'est comme tout autre niveau au Liban? Répétez votre question. Est-ce que les Juifs à l'étranger, ils connaissent le vrai niveau de Jamour ou c'est le niveau normal? L'école normale. Les universités à l'étranger, elles connaissent le niveau de Jamour? Oui. Je fais partie d'une organisation qui s'appelle LIFE. Ce n'est pas pour ceux qui n'ont pas suivi Lebanon in Finance. Il y a 1400 Libanais dans le monde entier qui ont étudié à l'étranger, qui font partie de cette organisation. C'est-à-dire que vous avez peut-être 10 000, 20 000, 30 000 étudiants libanais, 40 000 sur les 20 dernières années, qui ont étudié à l'étranger. 5 ou 10% viennent de Jamour. Donc ils savent. Alors dès que vous rentrez dans une université et que vous montrez que vous êtes bon, immédiatement Jamour est top de la liste. Pourquoi ils ne prennent plus le SAT aux États-Unis? Est-ce que quelqu'un est au courant pourquoi ils ont changé les règles? Les Chinois ont triché. C'est-à-dire qu'ils venaient avec des notes très bonnes, ils venaient avec des 800 sur 800 ou 1600 sur 1600. Puis une fois qu'ils arrivaient à l'université, ils n'avaient pas le niveau. Donc ils ont trouvé qu'il y avait des prêts longs, que les gens prenaient l'examen par rapport aux autres. Et on m'a dit que c'est arrivé au Liban aussi. Il y a eu des gens qui malheureusement ont fait ce passe-droit. Donc ils savent que l'élément de Jamour qui a, les notes qu'il a, sont des vraies notes. Donc ne vous fâchez pas si Jamour est très strict. Ce côté très strict vous permet d'aller plus loin. Le côté passe-droit vous permet d'aller. Donc non, au bout de 40 ans de guerre et d'instabilité au Liban, il y a tellement de jeunes qui ont voyagé avec un bon niveau que aujourd'hui c'est reconnu comme le meilleur niveau dans le Moyen-Orient. Et pour revenir à Columbia University, la seule personne de tout le Moyen-Orient sur le conseil, c'est moi. Juste parce que je continue à les aider. Mais aider parce que d'un autre côté, ça aide d'autres. Pourtant, il y a des Émiratis, il y a des Saoudiens, mais personne ne fait l'effort. Dans votre vie, il faut faire l'effort, pas juste de prendre et de quitter. Il faut faire l'effort de revenir et d'essayer d'aider d'autres à y accéder. Ça aussi, c'est important. Oui. Bonjour, Raphaël Astor. Vous avez dit que vous êtes revenu au Liban il y a 4 ans et vous avez racheté et réanimé le Al-Mazra. Mais pourquoi revenir au Liban? Alors, le rêve de tous les Libanais, quand je suis revenu au Liban, c'est Shoha Shalom. Pourquoi il est revenu? Vous savez, on vit dans des cycles. Vous vivez 40 ans à l'étranger, 20 ans, 40 ans. Les enfants ont 3-4 passeports. Ils sont nés à Londres, ils sont français, ils sont anglais, ils sont mariés à un Allemand, ils sont tout. Vous restez un étranger. Partout où vous allez, vous restez un étranger. Faites ce que vous voulez. Vous restez un étranger. Donc, une fois que vous finissez votre carrière et que vous voulez prendre du repos ou investir ou travailler différemment, je suis revenu au Liban. Maintenant, quand je suis revenu, au début, j'avais rien à faire. Je m'ennuyais, je suis reparti en Suisse. J'ai vécu 20 ans à Londres et 20 ans en Suisse. Mais après, quand j'ai eu cette histoire d'Al-Mazra, c'était fabuleux. J'avais un bureau. D'un coup, j'avais un office. Je pouvais travailler et autres. À l'époque, c'était très important, dans la vraie crise du Liban, que ces institutions ne disparaissent pas parce qu'il y a une crise que je pensais était temporaire.
Alors, il faut toujours appliquer les probabilités. Quand on vous dit ça ne peut pas arriver ou ça peut arriver, dites-vous toujours quelle est la probabilité. Donc, il ne faut jamais perdre espoir. Il faut toujours appliquer le pourcentage de ça. Et j'aimerais vous citer quelque chose que j'ai lu qui est sur l'optimisme et le pessimisme, qui va vous intéresser beaucoup. Si vous êtes un pessimiste, vous dites « Ah, ça ne va pas marcher », donc vous n'allez rien faire. Et les choses vont changer. Vous dites que le Liban est foutu, moi je quitte, c'est fini et tout. Il n'y a aucune chance, aucun espoir, je ne veux plus travailler. Et puis vous quittez, vous revenez 2 ans après, vous dites les choses ont changé. Entre-temps, vous avez tout vendu. Vous n'avez plus de maison, vous n'avez plus rien. Si vous êtes un optimiste, vous dites j'ai besoin de rien faire, tout va très bien. Et puis les choses vous tombent sur la tête, comme c'est tombé au Liban durant 4-5 ans, et c'était une catastrophe. Donc dans la vie, il faut être ni un extrême ni l'autre. Il faut juste être un optimiste modéré. C'est-à-dire qu'il faut croire que les choses peuvent aller mieux, tout en appliquant des probabilités que ça n'aille pas toujours aussi vite et aussi bien que vous le pensez. Bonjour, je m'appelle Léa Farhad et j'ai une question. Vous avez dit que vous étiez moyen à l'école, mais quand même, vous avez très bien réussi votre carrière. Comment vous avez su choisir que c'est cette carrière qui vous correspond le mieux? Ma carrière, quand je dis à mes parents portefeuille, ils m'ont dit c'est quoi ça? Ils m'ont dit tu vas être broker. Tel et tel a perdu de l'argent en achetant des devis. Je dis non, gérant de portefeuille. Il me dit on ne sait pas c'est quoi. Ma famille avait des industries et tout. Et si j'étais dans ma classe de Jamour, sur les 30, il y avait 24 médecins, 4 ingénieurs, 1 publicitaire et moi. Donc on se lançait dans quelque chose qui n'existait pas à l'époque. Il n'y avait pas private equity, venture capital, start-up, investir dans ça. Il n'y avait rien de tout ça. Il y avait juste gérant de portefeuille. Donc, avec mes études et mon MBA, ça m'a donné le focus, ça m'a donné la direction. Donc, il faut pousser les études jusqu'à trouver la direction des choses qui vous intéressent, qui vous passionnent, et vous changez légèrement de cap, pas radicalement, mais légèrement de cap. Donc, quand je faisais mon MBA, j'ai trouvé des médecins qui avaient changé d'avis et qui voulaient faire de la finance. Dans mon métier, quand j'étais à Londres, il y avait un médecin qui ne voulait plus travailler 100 heures sur 100 pour faire 30 000 pentes par an. Il a fait son MBA à l'INSEAD. Ces maîtrises sont fabuleuses pour vous permettre de changer de cap et de travailler dans ce que vous aimez faire. Intéressez-vous à ce qui existe autour et au métier de l'avenir aussi. On va prendre juste encore une question. Comme vous voulez. Bonjour, je m'appelle Adriana Abba. Vous demandez si je veux étudier à l'étranger, comment je sais lesquelles sont les meilleures unis? Ok, il y a les IB, et au Liban on connaît ces IUB, on les connaît. Les IB sont trop compétitifs, donc je cherche un peu ça, on peut faire pour savoir ça. Oui. Ces jeunes que j'avais aidés avaient engagé des conseillers, soit à l'école, soit à l'université, soit à l'étranger. Ça coûte cher malheureusement, mais c'est des coachs qui vont vous dire quelle université selon vos qualifications, qui vont vous aider à remplir les essays, votre lettre de motivation, qui vont vous guider pour vos tests. Il y a des tests que vous devez faire, d'autres que vous ne devez pas faire. Et eux vont vous dire pour ce que vous voulez faire, parce que j'avais une fille qui est artiste, elle a fini à Brown, ses frères ont fini à Princeton. L'inverse n'aurait jamais été possible. C'est pas parce qu'elle était bonne qu'elle aurait pu faire Princeton ou Brown. C'est comme des clubs, ces universités. Ils s'adaptent, vous vous adaptez à leur mentalité, elles sont très différentes les unes des autres. Donc il faut prendre un coach, il faut dépenser de l'argent, mais quand vous allez étudier que ça va coûter de l'argent à vos parents, c'est un pré-investissement qui vous aide pour le post-investissement. Et pas besoin d'aller dans les tops. Vous avez juste besoin de bien faire ce que vous aimez faire. Merci. Je ne sais pas si les élèves ici connaissent, mais vous avez une passion pour l'art et vous avez une très belle collection. J'aimerais savoir quand est-ce que vous avez découvert cette passion pour l'art et si c'est possible d'avoir accès, est-ce qu'on peut regarder ou venir admirer votre collection? Alors, quand on vit à l'étranger et qu'on est libanais, on se rattache à tout ce qui est libanais.
Si probablement j'habitais le Liban, j'aurais pas eu cette collection. Et la collection, c'est qu'on devient obsessionnel sur un thème. C'était le regard des étrangers sur le Liban. Donc tableaux, photos, cartes postales, posters, livres, sculptures, tout. Et donc cette collection existe à Beit Jaba, une maison que j'ai réparée. Vous pouvez avoir accès sur Instagram, si ça vous intéresse. Ça s'appelle Philippe Jab Art Collection, c'est pas le plus facile. Mais je vais voir avec Jamour pour organiser des visites. Parce que j'ai des visites de certains collèges et d'universités. J'ai toutes les universités du département d'art. Mais je serais ravi d'organiser avec ces messieurs des visites parce qu'il faut aussi un curator. J'ai mon curator aussi. Donc ça fait 35 ans, 40 ans. Dès que j'ai fait un peu plus d'argent que j'avais besoin pour vivre tous les jours, j'ai commencé à collectionner cet art. Et c'est de l'art qui n'a jamais existé au Liban. L'étranger prenait son tableau et le vendait à Londres pour payer son voyage. Donc on a tout ramené au Liban. Et aujourd'hui, ça fait une collection qui permet de savoir l'identité libanaise. C'est ça qui passionne les gens. Ce n'est pas des tableaux de Picasso, de Monet, ou c'est de l'abstrait. Non, c'est Beyrouth en 1830, Beyrouth en 1840, les photos de Gemaïs et ce qui existait, qui n'existe plus. Et donc voilà, on va organiser ça. Et pour votre fils, le message, c'était quoi pour l'avenir de la médecine? Il y a beaucoup de médecine qui évolue très vite. Dans les 10 personnes que j'ai vues à Stanford, il y avait une dame qui avait fait heart surgeon de l'Eyoubli aux États-Unis 15 ans, donc pire encore que 10 ans. Elle avait rejoint Nvidia Medical. Je ne sais pas qui d'entre vous connaît Nvidia, NVIDIA. C'est une société qui est la plus à la pointe des semi-conducteurs. Donc ce médecin a rejoint Nvidia en 2012, quand Nvidia était embryonnaire. Aujourd'hui, c'est une capitalisation boursière de 2 trilliards de dollars. C'est-à-dire si elle avait une action à $1, aujourd'hui ça vaut $2 000. Mais elle a changé de carrière, elle a changé pour trouver des chips sur la médecine. Donc si vous êtes médecin, vous pouvez aller dans la recherche, vous pouvez faire des biosimilaires, vous faites des tas de choses. Mais il faut sortir du cadre de réflexion. Merci.